Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai grand plaisir pour cette table ronde d'accueillir Véronique Blanchard et Jean-Lucien Sanchez qui vont se présenter tout à l'heure. Alors, peut-être quelques mots en préambule pour expliquer peut-être le titre, Les peines obscures. Alors, cet intitulé avait cours en fait déjà au XIXe siècle et désignait tout simplement donc la peine de prison. Puisque vous savez, dans Surveiller et punir, le grand livre de Michel Foucault que Michel Perrault a évoqué donc hier notamment, le grand événement, c'est le passage de l'éclat des supplices, c'est-à-dire des peines d'Ancien Régime, où le monarque pouvait faire ce qu'il voulait du corps du condamné, à la prison, qui est donc à ce moment-là la seule solution qui est trouvée finalement pour pouvoir punir les délinquants et les criminels. Alors, il faut aussi savoir, et c'est bien de le rappeler, que la situation des prisons françaises dans le temps et aujourd'hui n'est pas la plus brillante à l'échelle européenne. Et la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France le 30 janvier 2020 pour ne pas avoir assuré, je cite, la dignité des détenus. Voilà, bien. Alors, les questions qui étaient posées à l'époque du 19e siècle, la fin de l'Ancien Régime et aujourd'hui, c'est des questions relatives à la vétusté, à l'insalubrité, à l'entassement, qui sont évidemment donc pas récents. Mais on peut aussi donc signaler qu'il y a eu des périodes dans l'histoire où la France a enfermé beaucoup plus de personnes qu'à d'autres moments. Et si on essaye de regarder très rapidement sur les 2 derniers siècles, on a en quelque sorte une première poussée dans les années 1870-71. Donc à ce moment-là, ça correspond à la fois à la guerre contre l'Allemagne et puis la Commune de Paris. Deuxième grande poussée, c'est la période 1940-1950. Il y a une décennie. Donc là, on le comprend aisément. Régime de Vichy, libération, jugement des collaborateurs, etc. Situation de l'après-guerre. Et puis la troisième grande poussée, qui est presque continue, c'est à partir des années 1970. Alors évidemment, les économistes parleraient de trend, c'est-à-dire, bon voilà, c'est une montée progressive, mais si on fait une moyenne, ça ne cesse pas depuis les années 1970. Or, la difficulté, évidemment, c'est qu'en général, la prison n'intéresse quasiment personne. Ça, il faut quand même en avoir clairement conscience. Et le 26 juillet 2021, c'est les chiffres officiels du ministère de la Justice, il y avait en France 67 971 personnes sous écrou, voilà, quel que soit donc leur statut, voilà, de manière provisoire, de manière longue durée. Alors, toutefois, évidemment, cette prison qui n'intéresse personne, il y a quelques auteurs quand même très contemporains, personnalités qui ont essayé quand même d'attirer l'attention par des biais différents. Et l'un d'entre eux, bon, vous le connaissez bien sûr, c'est Robert Badinter, qui a changé de casquette à plusieurs reprises, bon, garde des Sceaux, président du Conseil constitutionnel, mais Robert Badinter a été aussi donc homme de théâtre. Il a rédigé 2 pièces de théâtre qui ont été rééditées il y a pas très longtemps. Donc si ce week-end vous avez un instant de vacuité profond, ben, n'hésitez pas, vous pouvez relire les 2 pièces et c'est tout à fait passionnant. Donc l'une de ces pièces de théâtre raconte tout simplement donc l'enfermement de Pierre Laval avant son exécution. Et puis l'autre pièce relate un tout autre épisode, c'est à ce moment-là donc l'enfermement d'un écrivain en anglais et juste avant son procès. Voilà. Donc là, on a par le biais de Robert Badinter, un homme public avec une parole qui compte, eh bien la tentative d'essayer de sensibiliser donc un petit peu le public. Or, vous avez également eu un sondage IFOP qui a été réalisé en 2016 pour un hebdomadaire, un périodique, un supplément, c'était Dimanche Ouest France, qui interroge, qui fait un sondage, et pour savoir quel est le ressenti de la population française par rapport à la prison et par rapport au sort des prisonniers. Alors, le premier constat, c'est qu'il y a une conscience quand même qu'il y a bien une surpopulation carcérale. Voilà, bon, ça, c'est partagé. Mais ensuite, vous avez une grande partie de la population interrogée qui dit que la finalité première de la prison, ça doit être de priver de liberté ceux qui sont à l'intérieur. Alors vous me direz, bon, ça semble assez évident, c'est une tautologie. Si on a mis des gens en prison, c'est pour qu'ils restent prisonniers. Mais 20 ans avant, eh bien, la majorité de la population considérait que la finalité première de la prison, c'était de rendre des citoyens à la société une fois que ceux-ci auraient pu juger leur peine. Donc ça montre bien à ce moment-là l'évolution de l'opinion publique, le glissement que l'on peut apercevoir. Et dans ces mêmes sondages, l'opinion publique n'est pas forcément tendre, puisqu'elle considère, toujours d'après ce sondage, qu'on peut discuter et qu'on pourrait refaire, mais que finalement, la première mission de la prison devrait être une mission répressive.
C'est ça qui est l'essentiel. Sous-entendu, il faut que les personnes qui purgent leur peine puissent également donc faire l'expérience de la souffrance. Voilà. Donc, comme les gens naturellement bon cœur, bon, ça peut peut-être aller en phase avec ce sentiment donc là, mais du coup, vous avez donc la prison, on n'a jamais enfermé autant de personnes, et l'enfermement en général, quitte à faire une tautologie, c'est ce que je disais il y a un instant, n'intéresse personne. Donc là, il y a aussi donc un problème dans la société française par rapport à d'autres sociétés où la situation n'est pas forcément meilleure, mais en tout cas, l'enfermement est un sujet d'actualité. On traite, on débat, on discute. Il y a un certain nombre de propositions. Et donc cet amendement des prisonniers, ben, finalement, s'éloigne. Alors je vous rappelle que la constituante, la première assemblée révolutionnaire qui se met en place au lendemain de 89, voulait donc créer une nouvelle prison et faire en sorte que cette prison puisse amender les citoyens et les citoyennes, puisque les citoyennes, c'est ce que rappelait donc Michel Peyroux hier dans sa conférence, hein, c'est 4% à peu près de la population carcérale, donc là c'est une infime minorité, mais rendre à ce moment-là des citoyens donc, et des citoyennes à la société. Alors, aujourd'hui, évidemment, on ne peut pas évoquer l'ensemble de l'archipel carcéral. Il faudrait plusieurs tables rondes et je pense que la direction du TAP et Corinne Delaval seraient sans doute inquiètes si ça avait été le cas. Donc, on va simplement donc, faire une exploration, si je peux dire, à travers deux moments et puis deux catégories de personnes qui ont été confrontées plus particulièrement à la justice et à la prison. Alors, première grande catégorie, c'est plutôt donc les jeunes filles. Voilà. Comment ont-elles traitées ou ont-elles été hébergées? Le mot ne convient pas, mais voilà, en tout cas accueillies. Et puis, deuxième grande catégorie, celle des bagnards. Alors, pour entrer dans cette table ronde, je vais poser donc à mes intervenants qui vont se présenter en même temps qu'ils vont prendre la parole une première question, puisque dans vos travaux, tous les deux, vous vous êtes intéressés donc évidemment à l'enfermement et à une catégorie, mais chaque forme d'enfermement a correspondu en réalité à un système. Et donc peut-être pour donner le contexte, pour débroussailler et donner un petit peu donc les généralités, est-ce que vous pourriez revenir peut-être préciser quel est ce système? Alors comme c'est Véronique qui est inscrite en première, je lui donne d'abord la parole. Et c'est pas parce que je suis une femme. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis absolument ravie d'être là. Merci beaucoup Frédéric pour cette invitation. Merci beaucoup au TAP pour avoir permettre ces échanges. Donc moi je suis Véronique Blanchard, je suis historienne. Je suis historienne et je travaille à l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, c'est-à-dire l'école qui forme les éducateurs, les éducatrices, les travailleurs sociaux dans le cadre de la justice des enfants, c'est-à-dire les professionnels qui auront ensuite en charge des mineurs pris en charge suivis par le juge des enfants et la justice des enfants. Et dans le cadre de cette école, il y a un musée qui s'appelle le Centre d'exposition Enfants en justice, qui est situé au sud de Paris, à Savigny-sur-Orge. Et je suis la responsable de ce musée, de ce centre d'exposition, où on raconte dans les lieux mêmes de la prise en charge, là où des enfants ont été enfermés entre 1945 et 1970. Donc dans ce lieu très chargé d'histoire, on raconte l'histoire de la justice des enfants du 19e au 20e siècle. Voilà. Et puis, d'autre part, je suis historienne et j'ai un sujet de prédilection qui sont les mauvaises filles. Et j'ai fait un travail de thèse dirigé par mon maître, Frédéric Chauveau, qui est là. Donc, je suis très impressionnée quand même de prendre la parole comme ça. Et donc, j'ai fait une thèse sur les mauvaises filles et sur la particularité de la déviance des jeunes filles dans la France des années 45-50. Voilà, alors la première question, quel est le système, quel est le mode d'intervention dans le cadre de l'enfermement pour les jeunes filles? J'ai 4 minutes, je crois, pour faire ça, donc, et j'ai 4 minutes pour couvrir 2 siècles. Donc, en très résumé, et si on démarre avec le 19e siècle, on peut dire que finalement, d'une certaine manière, les jeunes filles et les femmes vont très peu être incarcérées dans les prisons ordinaires de la France, que ce soit au 19e ou au 20e siècle. Il y a une minorité de femmes et de jeunes filles incarcérées dans les prisons ordinaires, et c'est peut-être quelque chose qu'on pourra développer si vous avez des questions sur le pourquoi de cette minorité d'incarcération des jeunes filles et des femmes. Mais ce qui est très impressionnant, c'est qu'on va utiliser d'autres modes d'intervention, d'autres modes d'enfermement pour
tout de même pouvoir intervenir auprès de jeunes filles qu'on considère comme des déviantes, comme des jeunes filles qui n'ont pas respecté les règles qu'on leur impose et qu'on impose à ça vibre là. C'est une télécommande normalement, mais alors une télécommande qui vibre. Je ne sais pas qui c'est. Donc, des jeunes filles qui vont être enfermées essentiellement parce qu'elles ne respectent pas les règles imposées à l'époque à des jeunes filles dans le cadre de normes sociales. C'est-à-dire que ces jeunes filles ont finalement très peu commis d'infractions à la loi, elles ont plutôt commis des infractions liées à leur comportement et à leur comportement sexué, et on aura l'occasion, je pense, de développer ce point-là. Et elles vont être prises en charge par des institutions très particulières à partir du milieu du XIXe siècle, des institutions religieuses. Les jeunes filles, à la différence des jeunes garçons, vont être enfermées par une congrégation religieuse en particulier, qui se nomme le Bon Pasteur, qui va naître à Angers en 1840 et qui va ensuite essaimer dans toute la France, toute l'Europe, jusqu'aux États-Unis. Et je vous invite tous à aller voir par exemple un film qui s'appelle Les Magdalene Sisters, qui raconte exactement ce qu'étaient ces institutions en Irlande, là, mais elles sont nées en France, c'est une invention française, et ces bons pasteurs vont enfermer des jeunes filles des années 1840 aux années 1970. Donc c'est vraiment le lieu de l'enfermement et le lieu de la privation de liberté des jeunes filles dites déviantes, où elles vont être envoyées d'abord par la justice, puis par la justice des enfants. Puisqu'après 1945, ce système et ces institutions, continuent à enfermer les jeunes filles dans un cadre très légal et dans un cadre très juridique. Il y aura 90% des jeunes filles enfermées seront envoyées dans ces bons pasteurs, pour moins de 10% donc envoyées dans des institutions différentes, des quartiers mineurs, très peu, et des institutions qu'on va appeler des écoles de préservation, jusqu'en 1945. C'est un terme terriblement bien choisi, puisqu'il s'agit véritablement de préserver ces jeunes filles du vice et du péché. Ce n'est pas un mot qu'on n'emploiera jamais pour les garçons. Pour les garçons, on parlera de maison de correction, de maison de redressement. Ces écoles de préservation, il y en aura 3 en France versus 120 bons pasteurs. Donc vous voyez à quel point c'est vraiment un monopole religieux. Et ces institutions religieuses, je termine juste comme ça, sont à la fois une double claustration, puisqu'on est dans le cadre d'un monastère avec une double clôture à l'intérieur. On est enfermé dans le monastère et à l'intérieur du monastère, on est enfermé dans la clôture réservée aux pénitentes. Et je m'arrête là. Merci. Bien, je vous remercie également pour cette invitation, Frédéric Chauveau. Je remercie également le TAP pour être présent ici. Je suis vraiment ravi. Moi, je suis Jean-Lucien Sanchez, donc je suis également historien. Et alors plus précisément, mon titre officiel, c'est chargé d'études en histoire à la direction de l'administration pénitentiaire, et plus précisément dans un bureau de cette administration qui s'appelle le Laboratoire de recherche et d'innovation, donc qui a en charge notamment toute la politique de recherche conduite par la direction de l'administration pénitentiaire. Alors, on a beaucoup parlé prison, on avait parlé d'écoles de préservation. Donc moi, effectivement, je voudrais évoquer une autre institution qui a cohabité à côté de la prison, à côté aussi des écoles de préservation, qui a été l'institution du bagne, qui est une institution également carcérale. Donc je précise que, comme tu l'as précisé, j'ai également fait une thèse en histoire sous la direction de Gérard Noiriel sur la relégation des récidivistes en Guyane. J'expliquerai plus tard ce que c'est que la relégation des récidivistes, mais c'est une catégorie de bagnards. Alors le bagne, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, dans le domaine criminel, la peine de bagne, la peine des travaux forcés en définitive, c'était une peine qui succédait immédiatement en intensité à la peine de mort. Et donc les bagnards qui étaient condamnés à cette peine devaient purger cette peine de travaux forcés dans des lieux particuliers, dans des pénitenciers particuliers qui étaient surnommés bagnes. Alors jusqu'en 1854, ces bagnes se situaient sur le sol de la métropole, à Brest, Toulon et Rochefort, donc dans les arsenaux, et les bagnards s'occupaient de réparer les bateaux à quai notamment.
Et puis, petit à petit, ces bannières ont été petit à petit inutiles, puisque effectivement, il y a eu la navigation à vapeur qui a fait concurrence à la navigation à voile, etc. Et puis, on s'est posé la question, à partir du Second Empire, on s'est dit, mais il serait peut-être intéressant que ces bannières, désormais, puissent aider à fournir une main-d'œuvre abondante, etc., pour les colonies, pour la colonisation. Et là, le modèle qui va inspirer donc, cette colonisation, c'est ce qu'on appelle la colonisation pénitentiaire. C'est un modèle très particulier qui est inspiré par l'Australie. C'est le modèle australien, en fait, c'est la colonisation pénitentiaire qu'a conduit la Grande-Bretagne en Australie à partir de 1788 au moyen de forçats, de condamnés aux travaux forcés. Et donc, on va faire la même chose en France. Le Second Empire décide, par la loi du 30 mai 1854, dite loi sur la transportation, eh bien, de débarrasser les bagnes métropolitains de leurs forçats, pour les envoyer aux colonies, pour travailler aux colonies. Donc la première colonie qui va être désignée, c'est la Guyane, à partir de 1854. Officieusement, à partir de 1852, on commence déjà à envoyer des bannières à partir de 1852 sur la base du volontariat. Et puis en 1863, c'est la Nouvelle-Calédonie qui va recevoir à son tour des bannières. Alors c'est une expérience qui va être longue, puisqu'en fait le bagne va être officiellement aboli alors en Nouvelle-Calédonie en 1931 et en Guyane en 1953. Alors on décide de ne plus envoyer de bagnards, de transporter à partir de 1938, mais le bagne va être condamné à disparaître par extinction à partir donc de 1938 jusqu'en 1953. 1953, c'est le dernier convoi, et il faut savoir que la peine des travaux forcés elle-même ne sera abolie en France, puisque les condamnés aux travaux forcés, donc, purgent leur peine à partir de cette date dans des maisons centrales, donc des prisons, sur le sol de la métropole, jusqu'en 1964, date de l'abolition de la peine des travaux forcés, et les relégués, donc je viendrai plus tard, qui est une autre catégorie de bagnards, eux, cette peine sera abolie officiellement en 1970. Voilà, je pense que... C'est parfait, merci Jean-Lucien. Alors maintenant, donc, pour explorer un petit peu cette situation, on va venir peut-être au contour des catégories de ces populations, puisqu'il y avait une expression pour les jeunes filles, on les appelait plutôt adolescentes sous contrôle. Alors qu'est-ce que ça recouvre exactement? Et puis pour les relégués, puisque les relégués ne sont pas tout à fait les bagnards, même si par extrapolation dans le langage courant, on les désigne sous la forme de bagnards, qu'est-ce au juste que les relégués? On commence par Véronique. Oui, après on pourra inverser peut-être sur l'ordre. Donc, les jeunes filles sous contrôle, oui, c'est un peu le sous-titre de ma recherche et de ma thèse. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'elles sont sous un contrôle à la fois social, familial, extrêmement fort. Et c'est essentiellement leur corps qui est sous contrôle, leur corps sexué. C'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une jeune fille est considérée comme déviante à partir du moment où elle ne respecte pas les règles qu'on attend d'une bonne fille. Donc à partir du moment où sa conduite ne correspond pas à la conduite d'une jeune fille au XIXe siècle, on dit d'une oie blanche, elle est considérée comme une oie salie et donc comme une jeune fille qui risque de tomber dans une forme de dépravation, devenir une fille perdue. En fait, le grand risque qu'on voit, c'est qu'elle devienne une prostituée. Et donc tout va être contrôlé dans ce corps de jeune fille juvénile pour essayer d'empêcher la perdition, d'empêcher la chute. Donc c'est vraiment un contrôle des conduites, de la mobilité et des relations que les jeunes filles peuvent avoir dans le cadre familial et social. Le contrôle est encore plus fort au XIXe siècle qu'au XXe siècle, mais on se rend compte dans les années 1950 que l'espace de liberté laissé à la mobilité des jeunes filles est nettement plus étroit que celui laissé à leurs camarades garçons. Le café, le bar, le bal, le cinéma ne sont pas des espaces où la jeune fille peut tranquillement et librement aller. Il faut qu'elle soit accompagnée, il faut que ce soit autorisé. Et si c'est pas accompagné et pas autorisé, ou si on rentre trop tard du bal, ou si on est soi-disant mal accompagné à ce bal, alors on peut se retrouver, les jeunes filles peuvent se retrouver extrêmement rapidement devant un juge des enfants, c'est-à-dire ensuite pris en charge dans une institution de l'observation, dont on pourra reparler, ou carrément enfermé. Voilà, donc on a vraiment un contrôle très lié au corps, à la sexualité, à la mobilité des jeunes filles, et ce contrôle émane non seulement de la justice, mais aussi de la société et des familles. Merci. En ce qui concerne les relégués, alors
Précédemment, je vous ai parlé des transportés, donc des condamnés aux travaux forcés, qui étaient condamnés par des cours d'assises pour des motifs criminels. Alors les relégués, c'est un peu différent, c'est même très différent. C'est une loi qui est plus tardive, qui date du 27 mai 1885, la loi sur la relégation des récidivistes. Et en fait, cette loi, elle va créer ce que les juristes de l'époque ont appelé une présomption irréfragable d'incorrigibilité. C'est-à-dire que la loi va démontrer positivement, matériellement, qu'un individu qui se présente devant un magistrat et qui a sur son casier judiciaire un certain nombre de condamnations est désormais incorrigible. Alors qu'est-ce qu'on entend par incorrigibilité ? Incorrigibilité, c'est lié à la récidive. C'est le fait que cet individu, en fait, récidive, c'est-à-dire qu'il soit multirécidiviste. On considère désormais que la prison n'est plus d'aucune efficacité pour s'assurer de lui. La prison ne le corrige plus. Il est devenu donc un incorrigible. Et donc la relégation est une mesure spéciale qui vient en complément d'une peine principale. C'est pas la mesure principale, c'est pas la peine. Alors c'est un peu, il y a une petite nuance, c'est-à-dire que les relégués, par exemple, l'essentiel des faits qu'on leur reproche, et ce sont des délits de vol simple et de vagabondage, et un relégué qui se présente plusieurs fois devant un tribunal, avec, alors la loi prévoit ce qu'on appelle un quantum, c'est-à-dire un certain nombre de condamnations, et si l'individu qui se présente devant un juge aligne sur son casier judiciaire une énième peine, eh bien le juge doit prononcer sa dernière peine, par exemple 6 mois de prison ferme pour un vol simple, et prononcer concurremment sa relégation, qui est la mesure spéciale. Donc cet individu qui a été condamné par ce juge se retrouve à purger sa peine principale sur le sol de la métropole ou de certaines colonies, je pense en particulier aux Algériens, et à l'issue de cette peine, une fois qu'il a purgé sa peine, donc normalement au lieu de sortir libre de l'établissement pénitentiaire dans lequel il l'a purgé, eh bien il est transporté en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie, et là il va se retrouver astreint normalement à ce qui devait être à l'origine une mesure de sûreté prise contre lui, une mesure d'éloignement. L'article 1er de la loi, c'est un internement à perpétuité, à vie, sur le sol d'une colonie française, donc c'est la Guyane et la Nouvelle-Calédonie principalement qui vont les accueillir, sauf que dans les faits, en fait, ces individus qui se retrouvent en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie vont être incarcérés dans un pénitencier et soumis à des travaux forcés au même titre que les transportés. Voilà. Merci. Alors, on va donc poursuivre cette exploration en s'approchant un petit peu plus peut-être des populations qui ont été décrites ou dépeintes. Alors, la première question qui va suivre, c'est d'essayer de cerner d'un petit peu plus près quelle était la perception que ces jeunes filles ou ces relégués avaient d'eux-mêmes. Et puis, en poursuivant à ce moment-là cette exploration, on peut aussi se demander comment les différents acteurs auxquels ils étaient confrontés les percevaient et les voyaient. Oui, alors là, j'ai pensé que l'archive, elle était plus forte que mes mots d'historienne. Et je vous raconterai sûrement tout à l'heure comment ces archives, à quoi correspondent ces archives, mais on a des archives magnifiques pour la justice des enfants, puisque certains établissements vont demander aux jeunes gens de dessiner, d'écrire, pour pouvoir ensuite expertiser leurs dessins et leur rédaction, pour pouvoir ensuite donner des éléments soi-disant objectifs aux juges des enfants. Donc on a des petits cahiers d'écoliers avec des écritures de jeunes filles et de jeunes garçons, et parfois on demande à ces jeunes filles de faire leur portrait. Voici comment Jacqueline, en 1952, parle d'elle. Pas jolie, certes, la beauté d'une jeunesse de 18 ans, blonde, de teint clair, le visage ovale, qu'éclairent 2 yeux bleus remplis de malice et d'espièglerie. Une bouche assez grande qui s'ouvre souvent en souriant sur 2 rangées de dents blanches et à peu près régulières. D'une taille assez petite, le corps est assez menu et quand même assez vigoureux. Voici donc mon portrait détaillé physiquement. Une autre. J'ai le visage ovale avec des yeux marrons, au-dessus de l'arcade sourcilière une cicatrice. J'aime la vie en société, mais aussi la solitude. Je déteste le dessin, le parfum, le maquillage, les talons, les robes et les jupes. Je n'aime pas rester enfermée. J'aime la liberté. Je suis révolutionnaire. Je ne suis pas raciste. 1957. On va l'appeler Chantal. Et en face, donc vous avez comme ça une série de portraits. Il y a aussi des jeunes filles qui se dessinent en allant à Saint-Germain-des-Prés, écouter du jazz dans les caves, qui se dessinent au cinéma avec d'autres amis, qui se dessinent en train d'essayer de survivre dans les rues de Paris. Voilà, et on a d'autres rédactions aussi avec ces nombreux portraits extrêmement émouvants, parce que c'est vraiment une écriture de l'adolescence et de la jeunesse. Et puis, ces portraits sont lus, vus,
vue par les experts, en particulier les psychologues et les psychiatres, qui eux-mêmes ensuite, suite à un questionnaire, à un certain nombre d'entretiens, vont faire le portrait de la jeune. Voilà, et on a fait un travail éditorial d'un livre, donc du coup je fais une petite seconde de publicité, qui s'appelle La parole est aux accusés, avec un autre historien qui s'appelle Mathias Gardet aux éditions textuelles, et on a essayé de montrer la confrontation des archives du moi, qu'on pourrait appeler comme ça, des jeunes qui écrivent sur eux-mêmes, et en confrontation avec les archives dites des experts. Et pour reprendre le portrait de Jacqueline en 1952, en face, on a le portrait écrit par la monitrice religieuse qui s'occupe de cette jeune fille à Chevilly-Larue. Petite, menue, blonde, son sourire, sa propreté allant jusqu'à la minutie, son désir d'élégance lui donne l'aspect d'une jolie poupée, au regard enjôleur. Sa démarche est souple et gracieuse, mais ses gestes maniérés et enveloppants. Je crois que je peux m'arrêter là. Ou alors poursuivre peut-être un tout petit peu sur le regard des autres acteurs qui n'ont pas été évoqués sur ces jeunes filles. D'accord. Très bien. Alors, ce qui est très intéressant dans les archives, c'est qu'on se rend compte que, quoi qu'il arrive, même après 1945, le regard qu'on pose sur ces jeunes filles est extrêmement lié au fait qu'on considère qu'elles ont eu une mauvaise conduite, qu'elles sont des mauvaises filles, et que donc on a énormément de difficultés à trouver des qualités à ces jeunes filles enfermées. Donc on va avoir un regard finalement globalement très négatif sur ces jeunes filles. Un regard négatif de la part des parents, qui sont souvent ceux qui vont avoir demandé l'enfermement dans le cadre d'une mesure légale qui s'appelle la correction paternelle et qui existera en France jusqu'en 1958. Donc ces parents considèrent souvent qu'elles sont de mauvaises filles et donc ont un regard particulièrement négatif sur leur conduite. On a un regard assez négatif aussi de la part des assistantes sociales, les assistantes sociales étant les premières, dans le cadre de la prise en charge judiciaire, à aller examiner la jeune fille, sa famille et le contexte de vie de la jeune fille. Donc c'est très précieux pour le juge des enfants, c'est très précieux aussi pour l'historienne, parce que là on a des descriptions minutieuses de la jeune fille et de son environnement, et là aussi c'est extrêmement négatif, donc tout est vu, mais ça s'entend dans ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que la jeune fille, là, elle est trop propre, elle se lave trop, elle est trop maniérée. Et bien sûr, quand une jeune fille se tient moins bien que celle-ci, alors là, elle est souillonne, elle ne se lave pas assez, et c'est absolument négatif aussi. Donc de toute façon, ça ne va jamais. Puis il y a le regard des psychologues et des psychiatres, et puis enfin, il y a le regard du magistrat qui, lui, a dans son dossier tous ces éléments d'expertise et qui ensuite va mettre en place le suivi éducatif et judiciaire. Et on voit dans les archives les notes qu'il prend dans la marge, ce qu'il souligne, et on se rend compte là encore que c'est essentiellement le négatif de la perception qu'on a de ces jeunes filles qui est gardée, qui est enregistrée et qui conduit ensuite à la décision d'enfermement, à la grande différence de ce que de ton sujet à toi, Jean-Lucien, c'est que là on est dans des prises en charge au civil, puisqu'on a très très peu de choses à reprocher à ces jeunes filles en matière pénale et délinquante. Il y a des jeunes filles qui sont enfermées en bon pasteur, 3, 4, 5 ans, elles n'ont commis aucune infraction pénale. Merci pour tous ces éclaircissements, et on va glisser maintenant par les relégués vus par eux-mêmes et vus par les différents acteurs du système. Les relégués vus par eux-mêmes, moi ce que j'ai pu en constater par rapport à leur trajectoire et par rapport à leur témoignage, c'est qu'être condamné à la relégation, c'est très durement vécu, parce qu'on est condamné à devenir des parias du bagne. C'est-à-dire qu'on est le stigmate de l'incorrigibilité, en fait, va venir leur coller à la peau et va les poursuivre tout au long de leur incarcération, mais va les poursuivre aussi, enfin leur long incarcération dans le pénitencier, donc en Guyane, mais aussi à leur sortie du pénitencier. Je vais expliquer pourquoi. Alors d'abord, je dirais, il y a toutes les opérations d'enregistrement, il y a toutes les opérations, j'allais dire, de violence institutionnelle qui leur sont opposées dès leur arrivée, non pas au bagne, mais dans l'antichambre du bagne, puisque une fois que le relégué a été condamné, qu'il a purgé sa peine principale dans le sol, enfin dans un établissement pénitentiaire, il est envoyé à Saint-Martin-de-Ré. Saint-Martin-de-Ré, c'est un peu l'antichambre du bagne, c'est là qu'en fait ils vont patienter
quelques mois avant que le navire convoyeur ne les amène en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie. Et là, sur place, dès leur arrivée, en fait, ils sont immédiatement, ils subissent tout un tas d'opérations qui vont en quelque sorte les désincarner, qui vont les réaliser comme bagnards. Ils sont tout d'abord rasés intégralement, donc moustache et barbe inclus. Alors c'est un attribut très en vogue à l'époque, hein, et c'est beaucoup manifestent de la colère contre ce rasage uniforme. Ensuite, on leur attribue un uniforme voilà, qui les rend complètement anonymes. Et surtout, ils doivent toujours porter sur leur vareuse, de manière apparente, leur numéro matricule. Et ce n'est pas leur numéro matricule qui sont désignés pendant tout le temps que dure leur transit. Donc toutes ces opérations d'enregistrement, toutes ces opérations de désincarnation, je dirais, sont très durement vécues par les relégués, qui ne comprennent pas en fait le sort qui va être le leur une fois qu'ils vont arriver sur place, parce que pour eux, dans leur tête, ils sont libérés de prison, ils viennent d'être libérés de prison, donc en fait, ils ne s'imaginent pas en fait qu'ils vont devenir des bagnards. Bon, ils commencent un petit peu à le percevoir, à Saint-Martin-de-Ré, mais voilà, c'est la surprise quand même. Ils ne s'attendent pas du tout à ce régime-là, à tel point que même l'administration pénitentiaire, alors ils dépendent de l'administration pénitentiaire judiciaire tant qu'ils sont en métropole, puis lorsqu'ils arrivent en Guyane, c'est l'administration pénitentiaire coloniale qui les prend en charge. Mais l'administration pénitentiaire de la judiciaire évite soigneusement, en définitive, pour certains convois notamment, jusqu'à une date jusqu'aux années 30, de les raser. De les raser, pourquoi ? C'est justement pour leur donner l'illusion que lorsqu'ils prennent part à bord du navire et qu'ils arrivent sur place, ils vont continuer leur chemin et se retrouver libres une fois débarqués dans la colonie. Et c'est en fait lorsqu'ils vont arriver dans la colonie qu'ils vont être rasés intégralement. Et c'est à de rares cas après, c'est là que j'ai vu lorsque le relégué en arrivant sur place constate le sort qui va désormais être le leur, c'est là que je les ai vus la plupart du temps se rebeller, désobéir. Alors la désobéissance bien sûr elle est vite matée, parce que lorsqu'ils arrivent dans un pénitencier et qu'effectivement ils réalisent qu'ils vont devenir bagnards, voilà, ils le vivent très très mal, ils le vivent surtout comme une profonde injustice, parce que, encore une fois, les condamnations qui les ont amenés jusque-là sont des condamnations vraiment très mineures, et surtout ils ont purgé leur peine principale, alors ils pensent, une fois arrivés sur place, être libres. Et lorsqu'ils deviennent libres, parce qu'ils deviennent libres, ils finissent par être libérés. Sauf que, comme je l'ai dit, la relégation est une peine perpétuelle. C'est-à-dire qu'ils passent d'un régime, je passe les détails rapidement, ils passent de la relégation collective, qui grosso modo une incarcération dans un pénitencier, à la relégation individuelle, qui est grosso modo la possibilité de s'établir librement sur le sol de la colonie sans en sortir. Ils n'ont pas le droit de la quitter. Et bien là, ils sont rattrapés par le stigmate de l'incorrigibilité qui est partagé par la société coloniale locale. C'est-à-dire que cette société dans laquelle ils sont soi-disant réinsérés, qui devrait les aider à s'installer pour devenir colons à leur tour, c'était le principe même de la colonisation pénitentiaire à l'origine, eh bien cette société va les rejeter et va les marquer, les étiqueter comme des incorrigibles, parce que la loi, en fait, ce pourquoi la loi les a condamnés. Et donc ils sont considérés toujours comme des voleurs de poules, comme des vagabonds sans envergure, etc. Et ce stigmate, il est également partagé par les autres catégories de condamnés, notamment les transportés. Traiter un transporté de relégué, c'est une insulte, c'est une véritable insulte. Il y a vraiment un distinguo entre les deux. Le personnel pénitentiaire également fait ce distinguo, et malheureusement, mais aussi les employeurs locaux, les quelques employeurs locaux qu'il y a sur place, qui pourraient les embaucher, etc., préfèrent privilégier en particulier des transportés, qu'on considère comme des criminels d'honneur presque, parce qu'effectivement, ils ont commis un seul crime, un crime très grave, mais certes un seul, alors que les autres, c'est les voleurs de poules, les relégués, donc ceux-là, il faut les écarter absolument. Merci. On va donc poursuivre ce tour d'horizon, si je puis dire. Voilà, donc encore une fois, c'est des situations quand même assez dramatiques et tragiques. Alors, l'autre question, puisque finalement, la difficulté quand on est historienne ou historien, c'est parfois au-delà des textes officiels, parce que la plupart des archives, ça c'est pas un scoop, mais ce sont quand même des archives du pouvoir, des archives qui sont fabriquées par les différentes administrations. Et vous avez essayé de les prendre un petit peu, si je puis dire, au pied de la lettre, mais en les faisant un pas de côté, c'est-à-dire de restituer donc ce qu'on appelle parfois les voix éteintes, c'est-à-dire donner la parole à ceux qu'on n'entend pas, même s'il est arrivé qu'en fonction d'un certain nombre de documents, on a pu ce qu'on appelle aussi parfois retenir la parole captive. Et du coup, donc, ceux qui n'écrivent pas, qui ne prennent pas forcément la parole, on peut quand même donc restituer un petit peu leur vie, leur trajectoire, leurs pensées, leurs aspirations. Et donc, à travers quel type de documents vous avez pu donc réussir à obtenir, à retrouver ou à restituer cette parole et ces voix éteintes ?
Alors oui, les invisibles de l'histoire, comme le dit Michel Perrault, que vous avez pour certains et certaines entendu hier, les femmes en particulier, et les jeunes filles de manière encore plus forte, sont réellement des invisibles de l'histoire, et elles sont difficiles à entendre dans les archives, sauf que dans les archives de la justice des enfants, on a cette chance incroyable qu'on fait parler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les jeunes gens. On les fait dessiner, on les fait écrire, on met en place des entretiens et on restitue les entretiens. Donc, nous avons découvert, il y a maintenant Mathias Gardet, que j'ai cité tout à l'heure, David Niger et moi, on a découvert ces dossiers nominatifs, soit dans les tribunaux pour enfants, soit dans les institutions, où sont conservées non seulement les archives du pouvoir, les archives du contrôle, mais également les archives plus personnelles, plus individuelles des enfants et des jeunes filles en particulier enfermées. Et là, on a non seulement l'écriture de la jeune fille, le dessin de la jeune fille, on a aussi les correspondances. On est dans des institutions, Foucault disait ou aurait dit disciplinaires, vraiment, et on pourra certainement en reparler, donc dans des institutions de l'État, ou habilitées par l'État quand il s'agit des bons pasteurs, des institutions qui conservent tout et qui contrôlent tout. Et ils contrôlent la correspondance. Donc, dans les dossiers nominatifs, on a les courriers des jeunes filles, de leurs parents, de leurs proches, de leurs fiancés. Et là, c'est à la fois terrible et en même temps extraordinaire pour les historiens, puisque là aussi, on accède à une parole auquel on n'accède pas sinon. Alors moi, ça a été particulièrement impressionnant, puisque j'ai pu travailler sur les archives du tribunal pour enfants, mais aussi sur les archives de centres d'observation, et j'ai pu travailler sur les archives d'un centre d'observation pour filles et d'un centre d'observation pour garçons. Et une fois, j'ai trouvé un couple. L'un était à Chevilly, l'autre était à Savigny, et moi, j'avais les courriers entre les deux, mais eux, ils ne les ont jamais lus. Et donc, j'ai eu accès à cette correspondance privée entre deux très jeunes gens de 17 ans qui s'écrivaient leur amour, qui s'écrivaient aussi le fait de ne pas comprendre qu'il n'y ait pas de réponse à leurs lettres et à leurs déclarations, chacun dans leur cellule, dans leur chambrette, chaque chose étant ensuite conservée dans le dossier. Et c'est moi, 50 ans après, qui ai lu ces lettres et cette correspondance. Et voilà, c'est tout ces archives-là, ces mots-là, ces dessins-là qui m'ont permis de dessiner ces trois grandes figures de la déviance juvénile des jeunes filles enfermées à Chevilly et dans les différents bons pasteurs que j'ai appelés les vagabondes, les voleuses et les vicieuses. Et effectivement, on rentre là dans une très grande intimité avec ces jeunes filles enfermées. Merci. Donc pour les relégués, j'imagine que ce n'est pas forcément donc simple de pouvoir avoir accès à leurs paroles, à leurs propos. Oui, parce que moi j'ai essentiellement, pour tenter d'accéder et retrouver leurs paroles, parce qu'on parle beaucoup à leur place. Bien évidemment, l'institution génère énormément de discours sur les relégués, les observe, les note, les évalue, mais leur parole à eux, elle est difficilement saisissable. Alors, on arrive à les saisir effectivement de la même façon aux archives, d'abord d'une part, et moi en particulier, j'ai travaillé aux Archives nationales d'outre-mer, et les Archives nationales d'outre-mer qui se situent à Aix-en-Provence, les fonds des bagnes coloniaux en fait, de Guyane et de Nouvelle-Calédonie y sont déposés, et parmi ces fonds, il y a tous les dossiers individuels des relégués. Alors, il y en a plus de 17 000, donc j'ai procédé par sondage, et dans ces dossiers, alors bien sûr, vous avez leur notice individuelle, où vous avez tout leur état civil, leur condamnation, etc., les observations à Saint-Martin-de-Ré, les avis de la commission de classement des récidivistes, j'en passe et des meilleurs, et puis à l'intérieur, parfois, petit bonheur, la chance, on a des courriers interceptés, de la même façon que toi, tu as pu retrouver des courriers où on arrive alors là à saisir l'intimité. Pourquoi des courriers interceptés ? C'est des courriers qui tout simplement étaient interceptés par l'administration pénitentiaire et qui n'ont pas pu accéder donc à leur destinataire. Alors ça peut être les familles, ça peut être aussi des épouses, enfin des familles, ça peut être des mères, des pères, etc., mais ça peut être aussi des épouses. Moi j'ai trouvé par exemple des lettres de fils à leurs parents, mais ces fils malheureusement
dans leurs lettres, critiquent l'institution, et c'est pour ça que ces lettres ne parviennent pas. Et en plus, quand ils critiquent l'institution et que ces lettres sont interceptées, ils s'exposent à des punitions, parce que l'administration pénitentiaire peut leur retourner le fait que ce sont des dénonciations calomnieuses. Donc ils se soumettent, ils peuvent s'exposer à des punitions, donc c'est prendre un risque. Et donc ces courriers, moi j'ai pu toucher du doigt pour certains leur réel. Et puis il y a un autre type de courrier. Alors celui-ci, c'est plus un courrier qui est suscité, je dirais, par l'administration pénitentiaire. Vous savez, c'est le fameux texte de Foucault sur la vie des hommes infâmes, c'est ce fameux coup de griffe de l'institution qui fait émerger ces écrits qui, sans ça, probablement ne seraient jamais venus jusqu'à nous. Eh bien, ce sont des écrits qu'on adresse directement que les relégués adressent directement à l'administration pénitentiaire pour obtenir une faveur. Et oui, parce qu'effectivement, beaucoup d'entre eux souhaitent effectivement passer donc à la relégation individuelle, puisqu'ils en ont la possibilité. C'est très compliqué, donc il faut montrer patte blanche, il faut effectivement promettre beaucoup de choses, il faut être très docile, il faut voilà. Et donc, bien évidemment, c'est des courriers qui sont toujours tournés de façon à flatter au maximum l'institution pour obtenir, c'est une stratégie. Et souvent, dans ces dossiers, alors ça c'est assez cocasse, parce qu'il y avait des copistes au bagne, parce qu'il y avait beaucoup de bagnards, enfin beaucoup de relégués. Quand je dis bagnards, comprenez relégués transportés, mais là je parle des relégués en particulier, désolé, qui étaient illettrés ou analphabètes, donc qui ne possédaient pas l'écriture, et pourtant c'est très important quand on s'adresse à ce type d'institution, donc ils payaient directement des camarades qui écrivaient à leur place, et on retrouve comme ça le même type d'écriture avec des beaux déliés, pour demander des... Et c'est grâce à ces sources, et aussi, j'arrête après ça, mais une petite incise, certains dossiers, par contre, contiennent effectivement des mémoires. Alors c'est assez rare, mais j'ai trouvé, oui, effectivement, des mémoires de relégués, où là, vraiment, ils rentrent. Alors certains, par exemple, qui évoquent leur peine, qui évoquent les réformes, qui leur permettraient de s'améliorer, etc. Enfin, il y a des choses assez intéressantes. Et aussi, la façon dont ils s'éprouvent au bagne. Alors ça aussi, mais c'est très, très rare, malheureusement. Merci. Alors peut-être juste un petit complément. Il y a un livre qui est sorti il y a pas très longtemps, qui est disponible, qui s'appelle « Archives des gens simples ». Alors le titre n'a rien de condescendant, mais c'était une tentative collégiale pour essayer de retrouver justement donc la parole, les propos, les pensées, les sentiments de toutes sortes de catégories de population qui soit n'ont pas un accès direct à l'écrit, soit alors des personnalités ou des groupes sociaux qui n'intéressent pas finalement donc les autorités ou les pouvoirs. Donc ça c'est un petit peu la difficulté des historiennes et des historiens. Donc là, vous voyez un petit peu comment il faut procéder parfois pour pas simplement se contenter, si je puis dire, des textes de réglementation ou alors des directives centrales, mais essayer par le bas de restituer, si je puis dire, la vie de ces hommes et de ces femmes qu'on peut quand même qualifier pour la plupart d'entre eux d'ordinaires quand on regarde les dossiers. Voilà. Alors, ce qui nous amène à ce moment-là peut-être à glisser au plus près, peut-être vers le plus quotidien. Est-ce qu'il y a la possibilité finalement d'essayer de relater la vie quotidienne, à la fois de ces jeunes filles, alors à la fois avant peut-être leur prise en charge, si je puis dire, et puis pendant, et puis également pour les relégués. Alors oui, il est possible de le faire. J'insisterai peut-être un peu plus sur à l'intérieur de l'institution, puisque c'est ce qui nous occupe. Peut-être qu'il faut aussi dire, pour compléter ce que vous venez de dire, Frédéric, qu'on a bien sûr affaire à une justice de classe. Donc, pour ce qui est des jeunes filles, ça touche des jeunes filles essentiellement des classes populaires. Et moi, j'ai travaillé beaucoup sur Paris et la région parisienne, donc des quartiers les plus populaires de Paris et de la région parisienne dans les années 45-50. Donc, c'est des jeunes filles qui souvent arrêtent l'école très tôt, qui travaillent aussi de manière assez précoce, et puis qui ensuite vont avoir une vie ordinaire d'adolescente, du coup, d'une manière ordinaire assez contrôlée. Et les jeunes filles qui ne vont pas accepter ce contrôle familial, social, vont très vite être considérées comme des rebelles, comme, je le dis encore et encore, mais c'est la réalité, comme des mauvaises filles. On va les qualifier en termes de droit de vagabondes. Alors le vagabondage, en 1945, n'est plus un délit, mais on peut protéger les jeunes filles d'elles-mêmes, on peut les protéger du vagabondage en les plaçant via la justice des enfants. Voilà, donc ce sont des jeunes filles des classes populaires du Paris
Paris populaire qui travaillent et qui sont très contrôlés au niveau de leur sortie, mais qui tentent quand même des sorties. Une fois qu'elles sont présentées au juge des enfants et que pour la majorité d'entre elles, elles vont être placées, d'abord en observation, puis en institution, alors là, c'est véritablement un régime de l'enfermement qui se met en place. La sortie est impossible tant qu'on est placé, que ce soit au Bon Pasteur ou en internat public de l'éducation surveillée. Et Foucault, on retrouve Foucault quasiment à tous les moments, puisqu'on a véritablement une régulation du temps et du corps. Le temps est minuté, le corps est surveillé à tous les instants. Chaque moment de la journée est rythmé par une activité et chaque professionnel, chaque adulte est là pour surveiller la manière dont les jeunes filles occupent leur temps et occupent l'espace. Donc on a vraiment quelque chose de l'ordre de ce que Foucault définissait comme un temps et un lieu disciplinaire. Les jeunes filles sont le plus souvent en dortoir, encore dans les années 50 et 60, donc elles dorment de manière collective, avec toujours une sœur au bout du dortoir qui dort avec elles. Elles sont surveillées pendant la nuit. La messe rythme les journées. Les jeunes filles se souviennent d'avoir le sentiment d'aller à la messe 5 fois par jour. C'était peut-être un peu beaucoup dans leurs souvenirs, mais c'était très, très, très présent, et la prière était extrêmement présente aussi. Ce qui est impressionnant, quand on questionne certaines de ces jeunes filles, ce sont des femmes qui ont aujourd'hui entre 70 et 90 ans, c'est qu'elles peuvent presque redire au quart d'heure près l'emploi du temps de leur journée. Il s'est inscrit réellement dans leur corps. Il y a un peu de place après les années 50 à la scolarité, plutôt en fin de journée, plutôt de manière en plus de la couture, en plus de la buanderie, en plus de la sténographie. Alors on est là aussi dans des choses extrêmement genrées, si j'ose employer le terme, puisqu'on est vraiment dans des activités liées au féminin, et ce sont d'autres activités qu'on propose aux garçons. Après les années 50, on insiste aussi beaucoup sur le sport, un esprit sain dans un corps sain, et donc les jeunes filles font du sport un peu différent de celui des garçons, mais il y a des espaces pour qu'elles puissent avoir des activités sportives. Merci. Moi, je dirais que ce qui scande la vie des relégués au quotidien, c'est le travail, essentiellement le travail. Alors, il y a aussi une dimension morale, mais elle est vraiment minime. Voilà, il n'y a pas du tout de direction spirituelle, je dirais, des relégués. C'est pas du tout ce qui intéresse l'administration pénitentiaire sur place. Ce qui intéresse l'administration pénitentiaire sur place, c'est de les faire travailler. Alors, non pas pour leur propre compte ou pour les aider à se réinsérer, mais de travailler pour les services intérieurs des pénitenciers, parce qu'elle a besoin de cette main-d'œuvre, en fait. C'est un système un peu ubuesque, c'est-à-dire qu'à l'origine, le relégué, donc lorsqu'il débarque en Guyane, encore une fois, je le répète, c'était une mesure spéciale prise contre eux, etc. Et puis, ils vont se retrouver, comme je le disais, à la relégation collective. Mais la relégation collective, à l'origine, l'idée était plutôt que de laisser ces hommes qui ne bénéficient pas de moyens financiers pour se prendre sur place, soin d'eux sur place, etc., voilà, qui vont se retomber dans leur travers de vagabonds, de petits voleurs délinquants, etc. On s'est dit, bon, on va les mettre dans un village de colons, une sorte de village de colons, encadré par des agents de l'administration pénitentiaire, et puis on va les former au métier agricole. C'était l'idée, originellement. Alors cette idée, on la lance une fois, on la lance deux fois, avant l'organisation du premier convoi. Malheureusement, l'idée ne prend pas sur place, on ne donne pas les moyens d'organiser l'arrivée des premiers relégués. Lorsque le premier convoi de relégués arrive en juin 1887, il débarque en pleine brousse. Rien n'a été fait pour les accueillir, et donc ils vont construire une sorte de hutte pour eux-mêmes, ainsi que pour leur personnel, parce que le personnel aussi les accompagne sur place. Et puis comme ça, on va avoir une sorte de village de colons, petit à petit, bonhomme en larmes, enfin, qui donne des résultats vraiment très faibles, très maigres, parce qu'effectivement, il y a un taux de mortalité effroyable. On est quand même dans un milieu équatorial, donc il y a fièvre jaune, paludisme, etc. C'est des individus qui sortent de prison, qui sont plusieurs fois multirécidivistes, donc qui sont plutôt âgés en plus. Donc voilà, c'est une véritable hécatombe. La plupart d'entre eux s'évadent, parce que c'est très simple de s'évader de la relégation. Il n'y a pas de palissade, c'est pas fermé, c'est vraiment construit sous le mode d'un village. Et donc, en 1895, l'administration pénitentiaire décide de changer, on va dire, son braquet, et dit, bon, voilà, ça ne fonctionne pas sous la forme du village, on va arrêter de respecter l'esprit de la loi, et on va transformer tout ça en un pénitencier. Donc, on occupe la main-d'œuvre des relégués à la construction d'un pénitencier en dur, en
briques, en pierre, etc. On change complètement la morphologie du site et les relégués vont se retrouver pendant 10 ans, plus de 10 ans, presque 15 ans, à reconstruire en fait leur camp sous la forme d'un pénitencier. Donc cette main-d'œuvre qui normalement aurait dû être formée au métier agricole pour ensuite s'installer sur place librement, et bien en fait va être réquisitionnée par l'administration pénitentiaire pour ses propres besoins. Et à partir de cet instant, 15 ans plus tard, ça va être le régime des relégués, ça va toujours être le même, c'est-à-dire qu'ils vont être employés essentiellement au service de l'administration pénitentiaire coloniale pour le fonctionnement interne du pénitencier. Et donc on va complètement perdre de vue l'objectif donc, de la réinsertion. Alors, certains, au compte-gouttes, vont bénéficier de la relégation individuelle, vont pouvoir s'installer, mais je ne reviens pas sur ce que j'ai dit précédemment. Frappés d'un stigmate, ils ont beaucoup de mal à être employés, à tel point d'ailleurs que le règlement sur place leur permettait, en tant que relégués individuels, s'ils sombraient dans la misère, parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver un emploi, de revenir à la relégation collective et de pouvoir retourner au pénitencier et de travailler à nouveau pour l'administration pénitentiaire. Donc voilà à peu près, je dirais, alors de manière très caricaturale, mais l'organisation interne de ce pénitencier, qui à l'origine était pensé comme un village, mais qui va, par la force des choses, se transformer effectivement en un bagne où vont être réalisés essentiellement des travaux forcés. Merci. Alors, on peut peut-être aussi préciser, pour donner peut-être quelques éléments de contexte plus large, qu'au XIXe siècle, dans les représentations collectives des pouvoirs et de l'administration, il est souvent considéré que la ville est mortifère, alors que la campagne, au contraire, est le lieu où chacun va pouvoir se régénérer. Et un des modèles, ça a été justement les colonies agricoles et pénitentiaires, qui étaient réservées donc à ce moment-là aux mineurs. Mais on voit effectivement, donc, à travers tout le siècle, un petit peu donc, les mêmes perceptions. Alors évidemment, vous le savez, pour les colonies agricoles et pénitentiaires, Michel Foucault en avait parlé donc, dans Surveiller et punir. Il avait consacré donc, quelques pages. Voilà, donc ça reste l'objet d'étude, mais ça montre bien aussi quelles étaient les perceptions donc, de cette époque-là. Et dans le cadre de cette représentation, l'idée, c'était aussi de pouvoir, en quelque sorte, oxygéner les corps. Or, là, évidemment, donc, que ce soit pour les jeunes filles ou pour ce soit les relégués, ils sont quand même enfermés. La cellule est quand même bien un lieu qui va comprimer les corps. Et donc, pour les jeunes filles, comment ça se passe ? Pas très bien. Et c'est très impressionnant. Là, pour le coup, on a des images pour avant et après 1945. Et une des choses qui se passe, c'est que le système, l'institution, souhaite effacer le corps de ces jeunes filles. En fait, ce qui pose problème, c'est leur corps et c'est leur corps sexué. C'est cette puberté, cette juvénilité, cette féminité qui est finalement l'origine de l'enfermement. Et c'est ce corps qu'il faut absolument effacer, oublier, masquer. Donc là, on va mettre en place des uniformes, comme du côté des bagnards, même si ce n'est pas le même uniforme, mais c'est des uniformes pour les femmes, les jeunes filles, qui sont des robes très larges, où on efface le corps. Donc il y a parfois même plusieurs robes. Et puis les jeunes filles ont, en tout cas avant 1945, interdiction de se voir nues. Alors non seulement, bien sûr, elles n'ont pas le droit de voir les autres nus, mais elles n'ont pas le droit de se voir elles-mêmes nues. Donc elles se baignent habillées. Elles se baignent avec la petite chemise qu'elles peuvent garder, mais elles se baignent abîmées. Elles n'ont accès à aucun miroir. Des jeunes filles, des femmes, m'ont expliqué que pendant 3-4 ans de placement, elles ne se sont plus vues. Elles cherchent dans les reflets des glaces, des vitres, leur image, mais elles n'ont pas accès à un miroir, donc elles ne savent plus à quoi elles ressemblent. Elles sont rentrées là, elles avaient 12 ans, elles ressortent, elles ont 21 ans. Vous imaginez ce que ça peut vouloir dire de ne plus connaître son image. Tu as parlé, Jean-Lucien, tout à l'heure du fait qu'on les rase, les bagnards, les relégués, quand ils arrivent. Alors les jeunes filles, les sœurs voulaient les raser, mais elles n'ont pas eu le droit de le faire. Déjà au XIXe siècle, elles n'ont pas eu le droit de le faire. En revanche, quand une jeune fille est punie, elle est rasée. Elle est rasée parfois d'un seul côté de la tête. Comme ça, il y a une marque. Puis alors là, on parle de la chevelure féminine. Donc il y a une marque infamante, visible, sur le fait qu'on a ôté une partie de la chevelure de la jeune fille. Et puis, on va du coup avoir des jeunes filles qui vont oublier leur corps. C'est extrêmement fort sur les images, des jeunes filles qui vont grossir, s'épaissir, voilà, qui vont perdre d'une certaine manière aussi leur féminité. Le système, la discipline est là pour effacer
ce corps féminin. Et certaines femmes, encore dans les années 50 et 60, subissent ce type d'effacement du corps, même s'il est moins marqué qu'avant 1945. Et certaines anciennes disent à quel point elles vont avoir du mal ensuite, à la sortie, pour reconnecter avec leur corps. Il y a vraiment là quelque chose qui va se jouer dans cette disparition du corps, dans ce dégoût du corps. Et puis peut-être pour finir, alors c'est vraiment un peu scabreux, mais je pense que c'est important de le savoir quand même, parce que ça a touché des centaines et des centaines de femmes. Bien sûr, dans Les Bons Pasteurs, rien n'est dit de la puberté, rien n'est dit des menstrues, des règles. Et vous avez des femmes qui considèrent, des jeunes filles qui pensent qu'elles sont possédées par le diable et que c'est pour ça qu'elles saignent. Donc voilà, on a quelque chose là d'extrêmement violent sur le corps et sur le corps féminin en particulier. Merci. Et pour les relégués ? Pour les relégués, c'est... comment dire, par rapport à la question du corps des relégués, il y a une petite nuance sur le fait qu'on ne peut pas parler de cellules ou d'enfermement, paradoxalement. Parce qu'en fait, le relégué, d'ailleurs, ça a posé des problèmes à l'administration pénitentiaire à une certaine époque, fin 19e siècle, c'est que le relégué, en fait, s'imagine, lorsqu'il est en Guyane, d'ailleurs, certains préféraient, notamment plutôt du côté des transportés, mais préféraient effectivement arriver en Guyane et s'imaginer au grand air, même si c'est sous le coup des travaux forcés, dans la forêt, etc., parce qu'il y a toujours cette possibilité, le mirage de l'évasion qui les animait, plutôt que d'être enfermés effectivement dans des maisons centrales où ils sont soumis au silence. Le silence, en fait, la règle du silence est imposée aux prisonniers à partir de 1832 en France, 1832 ou 1834, je sais plus, 39 pardon, et ne prendra fin qu'en 1972 officiellement. Alors bon, il y a eu des assouplissements auparavant, mais enfin, silence absolu, travail, parce que dans les maisons centrales on travaille aussi, le travail est obligatoire, dans les établissements pénitentiaires jusqu'en 1987. Donc en fait, quitte à être en prison, autant aller au bagne et puis pourquoi pas. Donc certains, nourrissent un véritable mirage, et beaucoup de relégués d'ailleurs, lorsqu'ils sont à Saint-Martin-de-Ré, s'imaginent, une fois arrivés sur place, d'où leur déception lorsqu'ils sont là-bas, lorsqu'ils arrivent en Guyane, eh bien effectivement pouvoir bénéficier d'une seconde chance en quelque sorte. Alors en fait, à Saint-Jean-du-Maroni, donc c'est le pénitencier dans lequel les relégués sont incarcérés. Enfin, sont incarcérés. On appelle ça un dépôt. Jamais. Le mot bagne n'apparaît jamais. Le mot bagne, c'est un mot qui est la seule mention du mot bagne que j'ai vu moi clairement indiqué, c'est le bagne de Poulo-Condor en Indochine. Il y a une très belle exposition là qui vient d'être mise en ligne sur le site Criminocorpus, une exposition qui a été réalisée par Franck Sénateur. D'ailleurs, il y a également plusieurs expositions virtuelles qui ont été réalisées sur les bagnes de Guyane et de Nouvelle-Calédonie qui sont visibles sur Criminocorpus, dont le bagne de la relégation de Saint-Jean-du-Maroni. Et c'est la seule mention que j'ai vue où il y a marqué bagne. Le reste du temps, ce mot-là n'est pas employé. Donc, au dépôt de la relégation, les relégués, en fait, sont incarcérés dans des cellules collectives qui se présentent sous forme de cases. On ne les définit pas comme cellules. Et il n'y a pas de mur d'enceinte autour du camp. Tout ça pour ne pas achever de les confondre avec le régime des transportés, des condamnés aux travaux forcés, qui, eux, sont installés essentiellement à Saint-Laurent-du-Maroni, qui se situe à peu près à 16 km de Saint-Jean-du-Maroni. Et donc, ils ont la possibilité de, on va dire, évoluer plus ou moins librement à l'intérieur de ce pénitencier, qui n'ont pas le droit, bien évidemment, de quitter. Donc, effectivement, il y a moins cette idée d'oppression. Néanmoins, ils sont quand même soumis à un régime de travaux forcés, c'est-à-dire qu'ils ont l'obligation de travailler alors le matin, exclusivement, sauf ceux qui travaillent dans les ateliers des travaux, ceux-là doivent travailler toute la journée, mais les autres travaillent le matin, et l'après-midi, ils sont libres d'améliorer leur ordinaire en faisant des petits travaux de type reprisage, buanderie, que sais-je encore, ou copiste, voilà. Et donc, il y a moins, c'est vrai, cette dimension. Mais par contre, il y a un enfermement à l'échelle d'un territoire. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sortent de ce pénitencier, ils se retrouvent coincés par rapport à ce stigmate que j'évoquais, et ils se retrouvent donc repoussés. Et donc, quelque part, tout les incite à retourner, en quelque sorte, au point initial dans ce pénitencier dont ils ont, en définitive, beaucoup de mal à sortir. Où ils sont en plus, Saint-Jean-du-Maroni est d'autant plus isolé que c'est une partie qui est très reculée, c'est-à-dire que pour les besoins de la transportation, les transportés étant arrivés avant les relégués, on les installe, on va dire, dans les lieux les plus accessibles de la colonie, donc en littoral. Et lorsque les relégués arrivent plus tard, en 1887, il faut bien trouver un lieu, on ne sait pas trop où les mettre, et donc on les met dans un lieu assez reculé, dans le nord du territoire pénitentiaire du Maroni, parce qu'il y avait un territoire pénitentiaire du Maroni qui était vraiment alloué pour les besoins du bagne, et donc ils sont vraiment doublement relégués sur le sol de la colonie.
Merci. Alors pour aller maintenant peut-être vers la clôture de cette table ronde, on va se diriger progressivement. Alors une question sur l'échec peut-être du système qui a pu représenter à ce moment-là ces deux espaces et ces deux institutions, si je puis dire, que vous avez présentées. Alors, vous savez donc Michel Foucault contestait le fait que la prison était un échec puisqu'il considérait qu'au final elle remplissait bien son office qui était de conserver entre les murs des catégories de la population et que finalement la véritable fonction du système carcéral, c'était celle-ci. Alors, ça peut être l'objet de débats, de contestation, ça je n'en disconviens pas. Mais du coup, par rapport aux deux institutions que vous avez donc étudiées, examinées, analysées, est-ce qu'on peut parler d'échecs parce qu'elles ont aussi une fin, et comment peut-on l'expliquer ? C'est difficile en tant qu'historienne de mettre le mot d'échec. Je ne suis pas sûre que je suis en mesure de le faire. En tout cas, ce qui est très intéressant pour essayer de comprendre pourquoi ces expériences se terminent. Alors, d'une part, les bons pasteurs, ils cessent de fonctionner, ou en tout cas d'accueillir des jeunes filles à la fin des années 1970. On est allé vraiment au plus loin qu'on pouvait aller. Nettement après la séparation de l'Église et de l'État, nettement après des tentatives totalement différentes au sein de ce qu'on appelle aujourd'hui la protection judiciaire de la jeunesse et qui s'appelait l'éducation surveillée, où on a pris en charge les jeunes filles de manière très différente de ce qui se passait dans les bons pasteurs. Et voilà, il y a quelque chose là d'un anachronisme tel entre ce que proposent les bons pasteurs et la vie des années 70 que ça s'éteint de soi-même, et que même, ironie du sort, certains bons pasteurs sont repris par l'État pour être transformés en internat public. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose là qui s'arrête parce que ça ne correspond plus du tout à ce qui se passe dans la société de la fin des années 70. Peut-être plus compliqué, plus complexe, la question des centres d'observation. Donc, j'en ai parlé plusieurs fois. Le centre d'observation de Chevilly-Larue est un lieu intermédiaire où la jeune fille se retrouve une fois qu'elle a été prise, une fois que le juge des enfants a décidé qu'il fallait l'observer pour ensuite décider de quel traitement éducatif on allait mettre en place. On reste 3 mois dans un centre d'observation. On y voit les psychologues, les psychiatres, les assistantes sociales. On a tout un compte-rendu qui est fait, et puis à partir de là, le juge des enfants peut décider. Ces centres d'observation sont pensés comme extrêmement modernes en 1945, 1950. On a vraiment le sentiment que c'est cette observation scientifique qui va permettre une bonne mesure éducative et une mesure éducative adaptée. C'est ce que demande l'ordonnance de 1945. Donc il y a quelque chose de très novateur dans ces centres d'observation. Or, avec les années 70, on va arriver au constat qu'on observe essentiellement des enfants enfermés. Donc oui, on a un outil très performant pour observer ce que fait l'enfermement à une mineure ou à un mineur, mais que ce n'était pas exactement comme ça l'objectif, a priori, de ces institutions. Et on va donc, à partir de ces limites des centres d'observation, développer en France, à partir des années 1970, l'observation en milieu ouvert, c'est-à-dire aller à la rencontre des jeunes gens, les laisser dans leur famille, leur environnement ordinaire, et aller à leur rencontre pour les observer là où ils vivent, là où ils évoluent. Et donc, va se développer de manière extrêmement forte tout un travail éducatif d'observation en milieu ouvert, ce qui est toujours la dominante de la justice des enfants aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un enfant aujourd'hui pris en charge par la justice des enfants, la première chose qui va se mettre en place, c'est cette observation en milieu ouvert pour essayer de faire un bilan de la situation, pour comprendre ce qui s'est passé et pour voir ce qu'on peut préconiser en termes de suivi éducatif pour le jeune garçon, la jeune fille, dans le cadre de sa famille. Donc voilà, le centre d'observation, l'enfermement de l'enfant dans ce cadre-là et des jeunes filles va cesser à partir des années 70 parce que très critiqué. Merci. Peut-être aussi juste redire qu'en 1945, quand l'ordonnance de la justice des mineurs se met en place, elle est considérée comme véritablement un modèle et une solution que l'on pourrait éventuellement appliquer aux adultes. Vous avez donc un périodique qui est très connu, qui est la revue Esprit, qui sort un numéro spécial en 1954 sur la justice. Vous avez plusieurs interventions à l'intérieur et on vante le modèle de la justice des mineurs. Mais là, évidemment, on voit que son application après a posé un certain nombre de problèmes. Alors du côté du bagne, parce que, et pour
pour les relégués. Alors quand est-ce que ça s'est terminé pour eux, ce calvaire, ce fait d'être libéré sans être libéré, d'être appelé, d'être enfermé? Alors on a officiellement suspendu les convois de relégués en 1945. Et on a organisé donc leur rapatriement progressif jusqu'en 1953. Mais la relégation elle-même n'a été abolie qu'en 1970 sur le sol de la métropole. Alors il y a eu des aménagements, c'était plus aussi sévère. La relégation, en fait, comme les convois de relégués sont suspendus à partir de 1938, du fait de la Seconde Guerre, de l'émergence de la Seconde Guerre mondiale, on ne peut plus assurer ces convois depuis Saint-Martin-de-Ré jusqu'à la Guyane. Eh bien, on décide de les conserver, donc les garder entre les murs des prisons métropolitaines, notamment à Saint-Martin-de-Ré. Et puis en 1942, eh bien, il y a eu un aménagement. On leur permet, au bout de 3 ans d'incarcération, de bénéficier d'une libération conditionnelle. Alors, ce qui est quand même... on passe d'une mesure perpétuelle à une libération conditionnelle. Et puis à partir de 1954, cette peine n'est plus obligatoire pour les magistrats, puisqu'auparavant elle l'était. Donc là aussi, il y a un gros mouvement, et donc ça va entraîner bien évidemment une chute des condamnations, qui était plus très élevée d'ailleurs à partir de cette période. Et donc lorsque la relégation est abolie en 1970, en fait, on se pose la question, mais en fait cette loi, le problème c'est que quand on lit son article 1er, c'est une mesure d'internement sur le sol d'une colonie, la Guyane et la Nouvelle-Calédonie ayant été désignées, mais bon, depuis lors, ils ont été rapatriés, on a fermé les bagnes coloniaux, et donc il y a une anomalie juridique, donc on décide d'abolir la relégation pour la transformer en une tutelle pénale des multirécidivistes qui poursuit en fait la relégation, qui s'adapte juridiquement et qui sera elle-même abolie en 1981. Donc c'est une mesure assez longue. Et je dirais que autant rapidement je dirais l'échec de la transportation de la peine des travaux forcés est assez patent. Dès les années 30, il y a des premiers projets au Parlement qui proposent d'abolir la peine des travaux forcés. Il y a le jeune député de la Guyane à l'époque, Gaston Monerville, qui dénonce cette institution. Il y a eu une enquête importante en 1923 d'Albert Londres dans le Petit Parisien. Il se rend sur place au bagne de Guyane, etc. Il décrit ce qu'il y voit. Donc il y a toute une campagne de presse médiatique qui va véritablement charrier l'idée que le bagne, effectivement, c'est une institution archaïque, cruelle, qui n'est plus du tout en phase avec son temps, en phase avec les dogmes pénitentiaires que sont désormais ceux en cours à partir des années 30 et en particulier donc à partir de 1945 avec la réforme notamment de Paul Amor. Enfin bon, je ne rentre pas trop dans les détails, mais en tout cas, voilà, le bagne, la transportation, en tout cas les travaux forcés sont vécus comme une anomalie, pas la relégation. Lorsqu'on décide d'abolir en 1938 la transportation, puisque la transportation est abolie, les transportés, on décide de les maintenir sur le sol de la métropole dans les maisons centrales, on décide de continuer à poursuivre l'envoi des relégués en Guyane, parce qu'on les considère comme beaucoup plus dangereux en définitive que les condamnés aux travaux forcés. On veut continuer à s'en débarrasser. Et donc, il y a un dernier convoi in extremis, alors le dernier convoi de transportés et de relégués organisé en 1935, et puis on reprend les convois pour les transporter en décembre 1938. Bon, ils sont suspendus par la guerre, mais on se pose la question en 1945 de les renvoyer. Et donc, bon, je passe sur les détails, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc, la situation au bagne de Guyane est catastrophique, et en particulier, les relégués vont essuyer des conditions d'incarcération absolument effroyables. Il faut savoir qu'en 1942, c'est près de 48% de l'effectif total des relégués qui meurent dans l'année de mauvais traitements et de faim. Donc bon, ce scandale, plus le fait que la population guyanaise ne supporte plus désormais, et a raison, de devoir accueillir un bagne sur son sol, et que les mentalités ont vraiment changé aussi, les sensibilités ont changé sur le sol de la métropole, on décide bien évidemment de ne plus envoyer les relégués en Guyane. Bien, donc, merci à tous les deux pour nous avoir apporté ces éclairages qui ne sont pas forcément simples en fonction des statuts, des circonstances, que ce soit pour les jeunes filles ou que ce soit pour les relégués. C'est souvent des pages d'histoire qui ne sont pas forcément donc, très connues, puisque quand on veut saisir donc, l'essentiel, on est obligé quand même de s'imprégner et voilà, de faire un travail de longue haleine d'investigation. Donc merci à tous les deux, et puis on peut passer donc maintenant aux questions, aux interrogations, aux compléments, et j'ose pas dire aux témoignages, mais... Bon, bonjour, rebonjour, merci pour ce développement assez instructif. Je voulais avoir votre avis, mais c'est moins une question parce que Véronique, vous avez parlé tout à l'heure des changements dans les années 70-80 aujourd'hui. Et là, je voulais juste que vous réagissiez peut-être à un article que vous avez lu éventuellement aussi dans l'IB dans la semaine, qui parlait des jeunes irrécupérables, incasables.
qui terminent après être placés pendant des années, depuis le plus jeune âge, dans les hôtels, surveillés par des éducateurs, embauchés par des boîtes intérim. Donc, pour résumer l'article, c'est en fait, ça coûte un argent dingue pour surveiller ces jeunes sans grand succès, sans grand résultat. Donc, c'était une chose, bon, ce qui et que la prison ou l'enfermement du coup devient aussi un marché juteux, hein, donc on peut le voir comme ça aussi, comme aux États-Unis avec des prisons privées, quoi. Et pour le bagne, donc j'avais aussi juste pour avoir une réaction. Est-ce que ce prolongement ou ces histoires de peine planchée, donc inventées par Sarkozy, vont aussi dans ce sens-là, dans un enfermement indéterminé et interminable, si on veut. Et ce qui confirmerait peut-être aussi ce qu'a évoqué Frédéric au départ avec ce tournant répressif dans la société. Je ne sais pas s'il est vraiment fabriqué ou parce que l'opinion publique, c'est quelque chose, c'est une espèce de nébuleuse, donc on ne sait pas comment elle se fait et comment elle se fabrique aussi. Merci. Autant dire que votre question est absolument impossible pour une historienne, et une historienne qui est ensuite fonctionnaire du ministère de la Justice. Donc, malgré tout, je vais essayer de répondre, mais voilà, quand même, comme préambule. Quand on est historienne, c'est compliqué hein, quand même d'analyser le aujourd'hui et maintenant. Je préférerais vous donner rendez-vous dans 30 ou 40 ans quand nous aurons les archives hein, de ces jeunes placés dans les institutions dont vous parlez pour qu'on puisse en faire une analyse fine. Ce qui est sûr, c'est que les réformes se sont accumulées entre les années 1945 et les années 2000 dans le cadre de la justice des enfants, pour finir, il y a quelques semaines, par l'abrogation, la fin de la fameuse ordonnance du 2 février 1945, puisque depuis le 30 septembre, nous avons en France, et c'est inédit de dire en histoire que c'est inédit, mais nous avons pour la première fois en France un code de la justice pénale des mineurs. C'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, il y a un code pénal pour les citoyens et citoyennes majeurs, et puis un code pénal pour les mineurs. Et il est rentré en application le 30 septembre, et bien sûr, je suis absolument pas en mesure de faire une analyse d'historienne sur ce texte, mais c'est absolument passionnant de voir comment notre société en est arrivée, depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, à aller vers une surspécialisation de la prise en charge des plus jeunes, ce qui montre aussi les difficultés de cette prise en charge des plus jeunes et ce balancier permanent entre répression et éducation. L'équilibre entre les deux étant extrêmement difficile à trouver. Et pour aller un tout petit peu sur tes plates-bandes, Jean-Lucien, difficile à trouver et dépendant énormément du contexte. Alors là, c'est plus facile pour une historienne. Selon les contextes, on regarde ces enfants de manière assez particulière, soit parce qu'on a peur de notre jeunesse, soit parce qu'au contraire, on considère que c'est une promesse pour l'avenir. Selon comment on regarde cette jeunesse, des politiques, des institutions, des lois se mettent en place, plutôt du côté du répressif ou plutôt du côté de l'éducatif. Voilà, et c'est ça notre travail d'historien, que de réfléchir à ces contextes, à ces moments d'interaction, de regard posés sur la jeunesse la plus en difficulté, et selon les regards posés, les modes de fonctionnement de nos institutions judiciaires et de nos lois. Les incasables sont une permanence de l'histoire. Voilà, il y a toujours eu des incasables, en tout cas ce mot a été utilisé, alors parfois on utilise d'autres mots, indomptable, incorrigible, inadapté, à rééduquer, tapir, racaille, voyou, blouson noir, apache. On a vraiment un vocabulaire à disposition très large, et parfois effectivement ça fait effraction dans les médias avec une émotion. Ce qui est intéressant, c'est que l'émotion, selon les moments, elle varie. En ce moment, l'émotion, elle est pas exactement celle que vous avez dite, je crois. C'est-à-dire qu'on a peur de ces incasables et on a tendance à voir dans la société une demande de plus d'autorité, de plus d'enfermement, de plus d'éloignement. Et puis, à d'autres moments, ces incasables sont pensés d'abord comme des victimes à protéger.
Voilà. Et les équilibres sont difficiles à trouver. Et la plus ou moins grande intervention de l'État s'explique aussi dans ces cas-là. Voilà. Après, en tant qu'éducatrice, juste en un mot, je pense qu'il y a danger à confier des enfants en très grande difficulté à des associations qui sont plutôt dans un cadre de qu'est-ce que vous avez dit comme mot profit financier que d'organisation d'une protection de l'enfance. Mais voilà, à nous, citoyens et citoyennes, comme le disait Frédéric en introduction, de nous intéresser à ceux et celles qui sont parfois très en marge de la société et aussi très en marge de nos intérêts. Et sur les peines planchées, alors c'est intéressant que vous fassiez voilà, bien évidemment un parallèle avec la relégation, parce que moi, effectivement, au moment où j'étais en train de boucler ma thèse, à l'époque, j'ai été frappé, effectivement, en entendant les débats parlementaires, enfin, voilà, autour des peines planchées. À l'époque, était donc une mesure qui était défendue par la garde des Sceaux, Rachida Dati. Et j'avais été étonné, j'avais même analysé le discours, je m'étais intéressé, je m'étais penché, parce qu'à l'époque, je m'étais voilà, beaucoup intéressé forcément à la discussion parlementaire autour de la relégation, et je voyais donc tous les arguments qui étaient employés à l'époque par le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui a défendu cette loi, et le garde des Sceaux également, Martin Feuillet, mais c'était essentiellement le ministre de l'Intérieur, Pierre Waldeck-Rousseau, qui est vraiment monté au créneau. Et le premier argument d'entrée de jeu à la discussion, à l'Assemblée, il évoque la question de la défiance du juge. Les juges ne sont pas assez sévères, les juges ne sont pas assez répressifs, donc il faut que la loi, en quelque sorte, se substitue à eux pour atteindre enfin le malfrat. Donc c'est faire fi, bien évidemment, de tout ce qui, depuis 1832, avec l'introduction du pouvoir d'appréciation des faits et des circonstances atténuantes, c'est-à-dire du pouvoir d'appréciation des faits des magistrats, entre autres, eh bien, c'est faire fi de toute cette évolution et de dire, le magistrat, il ne faut pas le laisser, en quelque sorte, voilà, parce qu'on le considère un peu comme naïf, en quelque sorte, fin 19e, en disant, il n'est pas capable de comprendre qu'effectivement, ce sont des multirécidivistes, parce que qu'est-ce qui se présente devant lui? Oui, effectivement, c'est des petits vagabonds, des petits voleurs. Jamais il va les condamner au bagne, de fait. Donc, il va falloir que la loi se substitue à eux pour pouvoir les frapper avec la sévérité qu'ils méritent. Et j'avais été étonné de voir à l'époque, alors je ne compare pas bien évidemment les peines planchées à la relégation, parce que quand même la relégation conduisait au bagne, les peines planchées, même s'il y a une aggravation automatique des peines, ne conduisait pas au bagne. Mais en tout cas, le mécanisme, la mécanique, en tout cas le reproche qui était fait était quand même assez proche, parce que je me rappelle effectivement, en lisant les débats parlementaires, le garde des Sceaux de l'époque, donc Rachida Dati, embraye immédiatement sur également le manque de sévérité des juges pour justifier justement l'aggravation automatique de peine à travers les peines planchées. Alors en laissant bien évidemment la possibilité aux magistrats, ça c'est une nuance importante, de ne pas appliquer l'aggravation automatique s'il motive sa décision. Motivation dont ne disposait pas le juge face à la relégation. Alors le juge face à la relégation, il avait un autre artifice, c'est-à-dire que n'étaient comptées pour la relégation que des peines qui, grosso modo, des peines à plus de 3 mois de prison ferme. Les peines en deçà ne pouvaient pas être comptées dans le décompte de la relégation. Je vous expliquais, il y a un quantum, il y a je crois que c'est l'article 4 de la loi qui prévoit un certain nombre de combinaisons de peines, et puis il faut que ces peines, voilà, par exemple, je ne sais pas moi, 7 peines, ou 6 peines, je ne sais plus exactement, mais toutes pouvaient être prises en compte pour la relégation, il fallait que toutes soient à plus de 3 mois de prison ferme. Mais qu'est-ce que faisait le magistrat lorsque l'individu qui se présentait devant lui avait 6 peines à son casier judiciaire à plus de 3 mois de prison ferme? Quand il le condamnait à nouveau, pour lui éviter la relégation, il le condamnait à moins de 3 mois. Donc paradoxalement, la relégation a aussi entraîné, en renforçant, paradoxalement, le juge va décider de ne pas appliquer cette loi et va amoindrir la loi va amoindrir la répression, alors que l'objectif c'était de l'accroître. Et pour les peines planchées, on va avoir le même système. C'est-à-dire que certains magistrats, moi je me rappelle à l'époque, j'avais lu une étude de Pierre-Victor Tournier justement sur l'application des peines planchées, j'avais été étonné de voir que les magistrats refusaient, enfin certains magistrats en tout cas, refusaient d'appliquer cette peine, et quand ils le refusaient, ils ne le motivaient pas. Ils ne le motivaient pas tout simplement parce que c'était trop de travail pour eux, etc.
Donc oui, il y a quand même une certaine correspondance. Je dirais, mais face à la récidive, c'est pareil. C'est ce que disait aussi Véronique à l'endroit des jeunes. Il y a aussi un contexte. Il y a des contextes avec les récidivistes où effectivement il y a des phases de durcissement. Et puis en 1942, il y a quelqu'un comme Pierre Cana qui va publier une thèse qui s'appelait « Nos frères les récidivistes », étonnamment, et c'est lui qui va introduire la libération conditionnelle auprès des relégués, qui va leur permettre effectivement de bénéficier, au bout de 3 ans, voilà, en établissement, de pouvoir avoir une libération conditionnelle, ce qui est quand même un aménagement, une humanisation de cette peine. Voilà. Et donc il y a un balancier comme ça aussi avec la récidive, avec des phases de répression et des phases d'assouplissement. Merci. Peut-être autre question, complément, interrogation, précision? Bonjour. C'était une petite question qui m'est venue quand vous parliez des mauvaises filles, etc. C'est juste, j'ai eu l'impression dans ce que vous disiez que c'était quelque chose qui était plutôt présent dans les milieux urbains que dans les milieux ruraux. Est-ce que c'est une impression et si c'en est pas une, plutôt un peu à quoi c'est dû? Et l'autre question qui m'est venue, c'est qu'est-ce qui a amené, je ne sais pas si on peut vraiment répondre à cette question, mais un peu plus dans le détail, qu'est-ce qui a amené les familles à demander un placement aussi étrange que ce que vous avez décrit? Merci beaucoup pour les questions. Moi, j'aime toujours les questions parce que ça permet de préciser des choses, surtout que là, c'est aller vite. Alors, oui, moi, c'est un biais un peu de mon travail, puisque moi, j'ai travaillé essentiellement sur le tribunal pour enfants de la Seine, donc à Paris et la région parisienne. Et donc, du coup, les jeunes filles qui sont là, c'est essentiellement des jeunes filles qui sont placées parce qu'elles sont à Paris, donc dans une ville et dans les environs. Voilà. Et il y a eu peu de travaux, finalement, qui ont été faits sur les tribunaux pour enfants en province. Mais Frédéric, un jour, vous mettrez peut-être une étudiante ou un étudiant sur le sujet. Ce qui est clair, par contre, c'est que beaucoup de jeunes filles présentées au juge des enfants à Paris viennent de la campagne, viennent d'autres villes de France, viennent de loin parfois. Et elles se sont enfuies, elles ont fugué, elles sont parties, elles arrivent à Paris, et là, elles se font arrêter, et là, elles vont se retrouver devant le juge des enfants. Parfois, juste parce qu'elles ont fait du stop, juste parce qu'elles se retrouvent dans une gare parisienne, sans logement, sans nourriture, qu'elles vont être considérées comme vagabondes et qu'il va falloir, dit la loi, les protéger. Et donc, elles sont prises en charge dans le cadre de la protection en vagabondage et amenées dans un bon pasteur. Donc, on a beaucoup, dans l'échantillon que j'ai, au moins un tiers des jeunes filles qui viennent d'ailleurs que de Paris. Et j'ai... pour le coup, été extrêmement surprise sur la mobilité de ces jeunes filles. C'est-à-dire qu'on a des jeunes filles qui fuguent pour plein de raisons différentes, manque de liberté, volonté d'aller voir la capitale, mais aussi violence familiale, viol, inceste, qui les font partir. Et puis là, elles traversent la France en autostop, elles dorment à droite à gauche, elles se débrouillent parfois pendant des semaines et des mois. Parfois, je pense, plein d'entre elles n'ont jamais été arrêtées et ont vécu leur vie. Donc voilà, la grande mobilité des jeunes filles des années 50 et 60 à travers les archives de la justice des enfants sont assez incroyables. Pourquoi les parents demandent l'enfermement de leurs jeunes filles? C'est un peu aussi, bien sûr, d'y répondre en 2 mots, mais en gros, il y a cette loi d'abord qui date de 1804, qui s'appelle la correction paternelle et qui permet à un père de famille, jusqu'en 1945, puis à un père ou une mère, de demander à la justice le placement de son enfant parce que son enfant, alors c'est drôle, parce que son enfant est incorrigible, parce qu'il a de mauvais comportements. C'est les termes exacts de la loi. Elle a de mauvais comportements. Vous imaginez bien que vous pouvez mettre énormément de choses derrière ces mauvais comportements. Elle sort, elle ne donne pas la partie de son salaire qu'elle devrait donner, elle répond mal, elle est insolente, elle a des jupes trop courtes. Enfin, voilà, mauvais comportements. Et le juge, pour le coup, si les parents, en tout cas jusqu'en 1945, si les parents demandent une correction, si le père demande une correction paternelle, le juge applique la décision du pater familias.
Voilà. Et ensuite, après 45, le juge des enfants peut essayer d'apprécier le mauvais comportement, mais on se rend compte dans les archives que très souvent, il suit la demande et la décision des parents. Pourquoi ils les enferment dans ces bizarres établissements, vous avez dit mais de toute façon, ils ne savent pas. Ils ne savent pas où la jeune fille va aller. Très rarement, les parents ont conscience que les jeunes filles vont se retrouver au bon pasteur, et parfois jusqu'à majorité civile, ça veut dire 21 ans. Et on a des lettres de parents qui disent « Non mais là, ça fait 6 mois, voilà, c'est bon, s'il vous plaît, faites en sorte qu'elle sorte. Moi, j'en ai besoin à la maison, mon épouse est malade, et puis voilà, elle a été punie, ça suffit. » Mais non, parce que là, c'est la justice qui a pris la main, et c'est la justice qui décide de la fin de la prise en charge. Et donc, vous avez des parents qui sont finalement tout aussi surpris que vous de la forme qu'a prise leur demande de correction paternelle. Et puis, on voit bien aussi qu'il y a un phénomène qui reste constant quand même dans les deux présentations et interventions, c'est quand même la durée de l'enfermement. Parce que ce soit pour les relégués ou que ce soit pour les jeunes filles, mais pour les jeunes garçons qui étaient envoyés dans les colonies agricoles et pénitentiaires, c'est exactement pareil. On y rentre à 10 ans, on en sort à 21 ans. Alors tous et toutes, vous avez fait l'expérience du confinement pour une durée limitée. Bon, imaginez ce que ça représente à ce moment-là en nombre d'années. On sait bien que des fois, il ne faut pas être rattrapé par son sujet, mais là, ça permettait, si je puis dire, un petit peu de l'intérieur, de commencer à percevoir ce que ça pouvait être. Il y avait une question encore, je crois ? Puis ce sera la dernière, là, je pense, si on veut respecter le... C'est pas une question, mais plutôt un témoignage. Il y avait un bon pasteur à Poitiers, jusque dans les années au-delà 70. Alors, j'ai moi-même travaillé au centre d'observation à quelques centaines de mètres d'ici, en 1966. Et si les plus âgés relevaient de l'ordonnance de 45, les plus jeunes relevaient plutôt de l'ordonnance de 58. Et donc, il y avait au sein de cet établissement, où les jeunes étaient censés arriver pour 3 mois, mais souvent rester plus d'une année, il y avait ces deux catégories de population, et nous avions effectivement des tâches d'observation et d'écriture qui nous occupaient beaucoup. Vous étiez éducateur ? Oui, avant d'entrer à l'école d'éducateur, j'ai fait 1 an dans cette institution. D'accord. Alors c'était extrêmement rare quand même les hommes qui travaillent. C'était pas dans un bon pasteur. Vous étiez dans le centre d'observation de Poitiers. D'accord, mais à côté du bon pasteur. Oui, j'étais très étonnée. Il n'y avait pas de garçon, il n'y avait pas d'homme au bon pasteur. Non, il n'y avait pas d'homme au bon pasteur. Peut-être le chat, mais c'est tout. Mais à cette époque-là, qui est un petit peu plus tard que la période que vous avez énoncée, l'occupation des jeunes était essentiellement des activités éducatives, du sport, de la classe et des ateliers. Tout à fait, et comme vous le dites très bien, ces lieux d'observation qui étaient soit des lieux religieux pour les filles, soit des institutions publiques pour les garçons ou habilités. C'était le Créail qui... Voilà, donc là c'était habilité par la justice, étaient normalement des espaces où les jeunes restaient 3 mois, mais souvent au bout de 3 mois la solution n'était pas trouvée, où il n'y avait pas de place là où on pensait envoyer le jeune, et ces 3 mois pouvaient se transformer en 1 année, et 1 année... Déjà 3 mois, c'est extrêmement long quand vous avez 15, 16, 17 ans. Surtout que ce n'étaient pas des lieux pensés comme des lieux de la prise en charge éducative, c'était des lieux de l'observation. Donc il y avait peu de choses proposées aux jeunes dans ces institutions. Encore un petit mot. Je voulais juste, parce que pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, il faut savoir qu'il y avait aussi des femmes reléguées. Et ces femmes reléguées, il y en a eu très peu, ça s'est arrêté en 1905. Ces femmes, en fait, pareil, comme les hommes, elles vont se retrouver bien évidemment enfermées dans un pénitencier en Guyane qui était gardé par des sœurs de l'œuvre de Saint-Joseph de Cluny. Et leur pénitencier était surnommé sur place le couvent. Et le sort de ces femmes, pour sortir de ce couvent, c'était d'être mariées exclusivement. Donc en fait, elles attendaient patiemment qu'un mari vienne les réclamer. Donc les sœurs organisaient des... Alors soit un mari les remarquait au cours d'une visite, elles avaient le droit à une sortie le dimanche après-midi, elles traversaient les rues de Saint-Laurent-du-Marronnier, un bagnard les remarquait, un bagnard concessionnaire, et pouvait venir les réclamer auprès de la sœur, ou la sœur, le bagnard se présentait spontanément auprès de la sœur, il disait « je veux une femme », et puis on organisait un entretien, si ça marchait, on les mariait. Et puis si le mari était mécontent de son épouse, il avait la possibilité également là aussi de la corriger, c'est-à-dire qu'il la ramenait au couvent, il la rendait aux sœurs en disant voilà, vous la gardez le temps qu'il le faudra pour qu'elle soit dans de meilleures dispositions, et puis peu de temps après ou plus tard selon qu'eux, ils venaient la récupérer.
Donc il y avait aussi une sorte de, je dirais, Oui, correction. alors juste une seconde, parce que je sais que le temps est compté, mais parce que ça me fait du coup... la correction paternelle est un droit donné au père, puis à la mère, et absolument à personne d'autre. Pourtant, dans les archives, j'ai des jeunes filles mariées, et c'est le mari qui va demander la correction paternelle. C'est totalement illégal, c'est absolument impossible, et pourtant les juges des enfants suivent. On a des jeunes filles mariées, donc émancipées, qui ne sont plus considérées par la justice comme mineures, qui sont envoyées au bon pasteur alors qu'elles sont mariées par leur mari, et c'est, au nom de la loi, normalement totalement impossible. Bien, merci. Donc, nous allons nous arrêter là maintenant. Donc, les spécialistes des peines obscures sont aussi disciplinés. Donc, on va respecter donc le temps. Et puis, vous pouvez donc faire un petit tour par la librairie si vous le souhaitez. Merci.